Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Mathieu Ozano, donc je suis chargé de la prospective et des affaires publiques au Shift. On va enchaîner sur un débat autour du carbon pricing, identifié maintenant comme un petit peu la clé pour faire avancer les négociations climatiques. Alors on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Michel Aglietta, qu'il n'est peut-être pas tout à fait nécessaire de présenter, professeur d'économie émérite à l'Université Paris X et puis conseiller scientifique du CEPI, qui est le centre d'études prospectives rattaché à France Stratégie, dépendante de Matignon. Et puis, pour rebondir sur les propositions et les pistes d'analyse qu'il va nous exposer, on accueille Michel Lepetit, qu'il n'est pratiquement pas non plus, en tout cas ici, besoin de présenter, qui est vice-président du Shift Project et fondateur de Beyond Ratings, qui est, je crois qu'on peut le dire, en quelque sorte un spin-off, un rejeton du projet Shift Project, dont peut-être Michel nous dira un mot. Donc le carbon pricing, au terme de l'accord de Paris, est pratiquement unanimement identifié comme étant la voie pour faire avancer les négociations climatiques, bien que n'étant pas mentionné dans l'accord de Paris, étant à peine mentionné dans les décisions accolées à cet accord. Alors quand je dis qu'il n'est pas mentionné, je fais un petit bémol là-dessus en guise d'introduction. L'article 2 de l'accord de Paris nous dit qu'il faut que les flux financiers soient mis en quelque sorte en adéquation avec les engagements climatiques. Mais ça, c'est une coquille vide. C'est un petit peu le propre de cet accord de Paris. C'est une très belle boîte à ce stade, mais qui est largement vide et qui demande à être remplie. Alors, la quantification à travers un prix du carbone est évoquée dans la décision à travers un paragraphe lointain dans cette décision qui est le paragraphe 108, qui a été poussé notamment par le Brésil et qui reconnaît une valeur, je cite de mémoire, économique, plutôt dans l'ordre, je crois, social, économique et écologique des émissions de carbone, des réductions d'émissions. C'est le seul élément tangible qu'on peut trouver dans le cadre de l'accord et de la décision de Paris. Alors c'est un élément ténu, cette reconnaissance d'une valeur du carbone, des émissions de carbone évitées, mais c'est néanmoins une mention à laquelle se raccroche notamment l'analyse de Michel Aglietta et d'autres à travers le travail de Jean-Charles Hourcade également, pour avancer l'idée ce que Michel Aglietta et Jean-Charles Hourcade appellent un prix positif des émissions de carbone évitées. Et suite à un certain nombre de papiers autour de cette idée qu'ils essayent d'agiter tous les deux, et puis avec d'autres, on a eu envie d'inviter Michel Aglietta afin qu'il nous en dise un peu plus sur cette idée, qui est a priori l'une des seules voies qui permettent de faire avancer cette notion de carbon pricing dont beaucoup de monde parle aujourd'hui, mais derrière lesquels on ne voit pas grand-chose émerger, notamment dans la feuille de route de la prochaine COP à Marrakech en novembre. Je vous laisse la parole pour nous expliquer un petit peu tout ça, et puis ensuite on en débattra. Bon, ça fonctionne, oui. Oui, alors, bon, c'est pas la peine donc de me présenter parce que ça a été fait, sauf que je ne suis pas un économiste de l'environnement. J'ai intégré une équipe qui sont des spécialistes de l'environnement parce que cette équipe, donc, est l'équipe du CIRED sous l'impulsion de Jean-Charles Hourcade, parce qu'ils ont bien vu que la voie, disons, d'un prix de marché du carbone et de considérer le problème climatique comme une simple externalité qu'il suffit d'internaliser par un prix était une impasse, comme on s'en est aperçu depuis déjà un certain nombre d'années. Je vous rappelle simplement que
Le prix du CO2 dans les marchés de droits à polluer va entre 6 et 8 euros la tonne de CO2 équivalent évité, c'est-à-dire qu'il est totalement ridicule pour obtenir quoi que ce soit. Sinon, pour donner un peu plus d'argent aux pollueurs, d'ailleurs, qui ont des excès de droits. Et que, d'autre part, nous avons un prix négatif du carbone pour pas mal de produits, puisque nous avons des subventions massives aux énergies fossiles. Donc, la première chose rationnelle est évidemment de supprimer, et ça devrait être fait au plus vite, toutes les subventions aux énergies fossiles, puis de mettre, en effet, une taxe progressive sur le carbone, c'est, disons, pour couvrir l'ensemble du champ des biens économiques, mais ceci doit être en effet, ça constitue un malus pour les pollueurs, mais ce que nous pensons et que nous avons mis en avant, c'est que ceci ne suffit absolument pas pour avancer dans le domaine de la réduction fondamentale. Si nous voulons en effet obtenir cette trajectoire de degrés à la fin du siècle, il faut, nous savons, entre un peu après 2050 ou au plus tard en 2070, une neutralité carbone, et ceci ne peut absolument pas être atteint par cette voie, uniquement par cette voie, bien qu'il la faille, hein, et il faut une augmentation évidemment régulière d'une taxe carbone. Alors, donc il faut une autre vision. Cette autre vision résulte de l'idée suivante. Donc moi, je ne vais pas présenter ici ce qu'il a déjà été largement. En effet, notre proposition, à partir du moment où elle a été incorporée dans le cadre de France Stratégie, a été discutée très internationalement, des gens comme Stern, comme Stiglitz, comme beaucoup d'économistes mondiaux et en profité. Les Brésiliens s'en ont occupé, en effet, s'en sont emparés et elle a participé, cette proposition, aux événements qui ont été au Bourget en marge de la réunion officielle de la COP21. Ça, c'est important, évidemment, pour nous. Donc, ce que je voudrais, c'est parler des raisons de fond de la nature du problème climatique qui permet de justifier, en réalité quoi? Quelle proposition? Que c'est la finance et non pas un marché du carbone des biens, la finance qui est la solution. Et pour que la finance soit la solution, il faut que le système financier que nous avons aujourd'hui soit transformé d'une manière extrêmement profonde, sinon radicale, pour pouvoir financer massivement des investissements bas carbone. Pourquoi? Parce que la question climatique, de notre point de vue, il faut la prendre à un niveau macroéconomique, la question climatique, c'est une transformation du modèle de croissance. Ce n'est pas seulement un problème d'introduire un nouveau marché, de compléter les marchés. Ça concerne absolument toute la société, économie et non-économie. Et donc un problème fondamental. Et ce problème-là, comme toute transition très profonde, donc une révolution industrielle, disons, comme il y en a eu dans le capitalisme depuis la fin du XVIIIe siècle, ces périodes de révolution industrielle sont extrêmement dangereuses parce qu'elles impliquent ce qu'on appelle des risques systémiques extrêmement fondamentaux. Et on peut faire le contraire de ce qu'on espère si on prend mal les choses. C'est-à-dire produire des dépressions économiques plutôt que de créer un nouveau régime de croissance. C'est le danger, il est là. Donc on est très au-delà du problème d'une externalité d'un bien. Il n'y a rien, très au-delà. Voilà, alors si on prend ça en compte, vous voyez que ce qui est en cause, c'est que, pourquoi rapidement ceci est différent de la vision ordinaire, je l'ai dit, c'est qu'il faut intégrer une conception de l'économie et de l'écologie et voir l'ensemble de la nature des interdépendances dynamiques qui s'y manifestent si on veut maîtriser le processus de transition. On sait que la logique des marchés est incapable de prendre en compte l'interdépendance des risques. Elle est incapable de prendre en compte le risque systémique. On en a une preuve quand même assez récente de la gigantesque crise financière qui s'est produite en 2008, montrant un échec généralisé des marchés. Donc, il faut faire autre chose. Et pour faire autre chose, si vous voulez, il faut sortir de l'approche économique standard, donc, mais aussi des politiques néolibérales qui sont, si vous voulez, directement ancrées sur cette approche économique standard. Et il y a 3 questions importantes à prendre en compte. La première, c'est que le risque systémique climatique, donc, à partir du moment où il y a un risque systémique climatique, requiert des dispositifs qu'on peut appeler monétaro-financiers, qui sont très éloignés, encore une fois, de la globalisation financière actuelle.
et par conséquent repose sur des modèles d'intégration de la finance et de l'économie différents. Et donc, la première chose à voir. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle maintenant, à la suite, en particulier publicisé par Matt Carnell, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, la tragédie des horizons. La tragédie des horizons, c'est le fait que les capacités de décision des élites politiques dans les régimes démocratiques actuellement existants sont absolument dépassées par l'horizon qu'il faut avoir pour prendre des décisions économiques lourdes, menant en effet à un nouveau régime de croissance, à un nouveau type d'industrie. Et ça, c'est évidemment très grave, hein, c'est un problème considérable. Et le troisième, c'est le fait que l'incertitude technologique, elle est liée à des interdépendances de réseaux, à des phénomènes d'échelle qui vont à l'échelle mondiale et qui impliquent une coopération qui doit devenir planétaire, bien qu'elle soit différenciée. Et pour l'instant, les relations internationales, le type de géopolitique que nous avons est vraiment très très loin, hein, c'est pour le moins qu'on puisse dire, de la possibilité d'une coopération planétaire. Voilà les problèmes. Et on voit bien qu'où est la myopie qui empêche qui crée la tragédie des horizons. Elle est donc double. La myopie des marchés financiers, qui est intrinsèque et qui est liée à ce qu'on appelle la dictature de la liquidité. Tout le monde veut être liquide, personne ne veut vraiment investir. Hein. C'est la vie de la finance d'aujourd'hui, et se traduisant bien entendu par des horizons extrêmement courts d'investissement de la finance. Et l'autre élément, c'est la myopie politique, et ça, ben évidemment, elle est liée au cycle électoral et au fait que les élites politiques n'ont pas de responsabilité permanente vis-à-vis des citoyens. Par conséquent, vous ne pouvez pas avoir de projet qui s'étende dans la longue durée, puisque au bout de 5 ans, un projet peut être inversé par un autre, tant qu'on en reste, si vous voulez, à ce type de logique. Et donc, il faut quelque chose de beaucoup plus fondamental comme menace, si vous voulez, et prise en compte immédiate de cette menace pour un futur lointain, et c'est ça le gros problème que nous rencontrons. Alors, et ces changements politiques sont, vous voyez, difficiles à concevoir, hein, et la conséquence de ça, la tragédie des horizons, si elle se manifeste, eh bien, ça rend possible des processus dévastateurs, hein, qui pourront, évidemment, frapperont les générations futures, mais des générations que les générations actuelles, disons, considèrent que ce n'est pas leur problème, hein, de prendre en compte. Et donc, c'est ça la question. Avoir la neutralité carbone de telle manière que la civilisation puisse continuer telle qu'on la connaît d'ici la fin du siècle est quelque chose qui suppose des décisions lourdes dès aujourd'hui. Et voilà où est l'interrogation par rapport à la nature de la prise de décision politique que nous avons. Pensez qu'après la COP21, il ne s'est rien passé du tout. Il ne s'est absolument rien passé. Voilà. Alors, qu'a apporté quand même la COP21 en effet? Elle a apporté, vous me direz quand je serai au bout du compte, hein. Elle a apporté l'idée que dans les textes, n'est-ce pas, les problèmes dépassent largement la notion de marché du carbone. En effet, elle amène, si vous voulez, à une problématique qui nous intéresse, puisqu'elle est dans la logique que je viens d'esquisser. Et l'autre élément très important, il faut bien comprendre. Alors évidemment, il faut lire dans les lignes, hein, je veux dire, ce n'est pas directement explicite dans le texte. Mais si vous reconnaissez que le changement climatique est une source de risque systémique, alors vous rentrez dans un problème que les acteurs privés ne peuvent pas assurer, c'est la nature même d'un risque systémique, et donc il y a besoin d'une démarche d'assurance collective. Et une démarche d'assurance collective, ce n'est pas celle de créer un nouveau marché, simplement. Donc là, on rentre bien, si vous voulez, dans une autre logique que celle que les économistes standards prétendent considérer comme étant la seule et la seule possible. Et quoi l'assurance collective? Ben justement, si pour assurance collective, il faut, si vous voulez, une reconnaissance de valeur. Sinon, on n'assure pas ce qui n'a pas de valeur. Et donc, c'est là qu'intervient cette idée. L'assurance collective s'exprime par une valeur que la société reconnaît aux investissements d'abattement carbone. Et il faut mettre un prix à cette valeur, il faut que ça devienne un prix de référence du carbone pour le futur. Vous voyez que ce n'est pas le prix d'aujourd'hui sur un marché du carbone, hein, c'est un autre prix
une valeur de référence qui va servir que de boussole au calcul des investissements à venir, mais à venir à partir d'aujourd'hui. Nous pensons pour l'instant que cette valeur de référence devrait être entre 30 à 50 euros la tonne de CO2 équivalent évité. Voilà, ça c'est important comme prévention du risque systémique. Et là, c'est un bonus. Je vous interromps une seconde. Est-ce que vous pouvez expliciter comment vous arrivez à cette fourchette? Pourquoi 30 ou 50 plutôt que... Si vous voulez, on peut dire que c'est un point moyen de l'ensemble des modèles de simulation qui existent dans l'ensemble des modèles climat-économie, que c'est un consensus politique des gens qui sont... donc le GIEC, évidemment, joue un rôle là-dedans très important. C'est validé d'une certaine manière par l'UNEP, etc. Vous voyez, mais en réalité, si on voulait vraiment, disons, prendre les extrêmes qui existent dans les différentes modélisations, vous allez entre 20 et 120, quoi. Donc c'est l'idée, et c'est l'idée que ceci doit être lié à une planification au sens que des États, un ensemble d'États, des groupes d'États, décident, si vous voulez, d'une avancée qui devrait quantifier de combien de millions de tonnes de CO2 en 5 ans nous voulons abattre. Et au bout de 5 ans, on regarde ce qui se passe, et ce prix-là, il n'est pas figé et n'est variéture. Il est évidemment remis en cause à chaque opération. Mais il faut, les tranches de 5 ans paraissent celles qui sont indispensables pour voir un certain nombre de résultats. Donc c'est le bonus, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui doit permettre à des entrepreneurs d'engager des investissements. Qui peuvent être, évidemment, vous voyez, vous pouvez avoir des investissements de grande taille et qui, pour nous, en Europe, concernent l'Union européenne dans son ensemble, pour les penser, au réseau intelligent de distribution d'électricité, permettant internationalement de faire circuler les énergies renouvelables, sachant que c'est quand même en Grèce plutôt qu'au bord de la Baltique que vous avez des énergies renouvelables efficaces, et qui a besoin d'électricité au bord de la Baltique. Par conséquent, ceci permet à l'Allemagne d'investir en Grèce, quoi, hein, mais dans des énergies renouvelables, et de relancer l'économie grecque qui est complètement, si vous voulez, détruite. Mais pour ce faire, il faut en effet des investissements de réseau très lourds. Donc il y a ce type d'investissement, et puis vous avez ce qui a été dit tout à l'heure, tous les investissements, disons, de petite taille, et qui, en sommation, font un effet considérable à la fois dans l'entretien des bâtiments, dans les transports urbains, dans l'agriculture, dans l'économie des territoires, etc. C'est tout ça qu'on vise, à travers une valeur sociale du carbone. On me dirait, pourquoi un seul prix? C'est le fait que, comme la monnaie, il se trouve que le carbone a la caractéristique, le carbone évité, l'équivalent carbone évité à partir du moment où, et le GIEC insiste là-dessus, on fait l'équivalent, bien entendu, entre les différents gaz, eh bien, c'est une espèce de valeur de référence, c'est une sorte de monnaie, puisqu'il est homogène dans le monde et qui produit, si vous voulez, une externalité absolument mondiale. Voilà pourquoi on peut lier la monnaie et puis le carbone évité, et donc par la définition d'une valeur qui, en effet, est sociale. Alors ça, c'est le premier élément de la COP21. C'est une avancée par rapport à ce qui existait avant. Le deuxième avancée, c'est cette reconnaissance dans l'article 2 de l'accord d'un alignement de tous les flux financiers sur un modèle de financement tourné de manière prioritaire vers un développement bas carbone. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les COP étaient des relations entre États. Maintenant, on a compris qu'il fallait impliquer toute la société. Et qu'évidemment, un acteur essentiel, puisqu'il s'agit de projeter de l'investissement dans l'avenir, c'est la finance. Donc, l'importance, évidemment, du rôle de la finance est reconnue. Et il faut donc, en effet, par cette valeur sociale du carbone et par le déclenchement d'investissement du côté des entrepreneurs, être capable de mobiliser l'excès d'épargne qui aujourd'hui ne fait rien et qui est oisive dans notre économie de très basse croissance, qu'on appelle encore stagnation séculaire. Et donc, c'est à une autre... On a vu à quel point la finance actuelle ne permet absolument pas de mobiliser l'épargne. Il faut donc trouver un système financier capable de le faire. Voilà. Alors, je reviens peut-être un petit peu sur cette idée de risque systémique pour comprendre ce qu'il doit falloir faire, n'est-ce pas?
vous avez plusieurs... Donc, il faut que la finance prenne en compte ce risque systémique climatique en transformant ses outils financiers pour faciliter des investissements bas carbone. Donc, là, et en effet, la finance va jouer un rôle absolument pivot. Et donc, elle doit comprendre le risque systémique, elle doit être capable de le valoriser, ce qui n'est pas simple. Et c'est les travaux qu'on commence à faire aujourd'hui. C'est général, c'est les banques centrales notamment, qui s'engagent dessus. Je vous signale que, notamment, la Banque d'Angleterre et la Banque populaire de Chine ont été commises pour faire un rapport qui va être présenté au prochain G20 sur la manière de mesurer et d'évaluer le risque systémique. Mais il y a trois sortes. Un, c'est le risque d'origine physique, c'est-à-dire, vous voyez, vous avez des, vous avez des événements qui sont des catastrophes, des événements climatiques qui, évidemment, vont avoir des probabilités d'occurrence de plus en plus grandes. Ces événements produisent des destructions de capital qui ont des effets sur les actifs financiers, qui ont financé ces capitaux, posent des problèmes aux assureurs, etc., de plus en plus importants. Le deuxième élément, c'est, mais sont les plus simples à comprendre, le deuxième, c'est les risques d'ordre juridique. En effet, de plus en plus, vous allez retrouver des individus, des collectifs, des class actions, comme on dit, de citoyens qui vont assigner des entités comme étant responsables des effets des catastrophes qui leur arrivent sur elles. Étant donné, et c'est la caractéristique de ce qu'a montré le GIEC au fur et à mesure du temps, que la responsabilité humaine dans le risque climatique est maintenant de plus en plus avérée. Dès lors qu'il sera reconnu par des instances juridiques, vous pouvez avoir une explosion des problèmes d'assurance qui vont être liés à ça. Et le troisième, c'est évidemment là qu'est le problème le plus fondamental, qui fait l'interaction de l'économique et de l'écologique, c'est que la transformation même du processus de croissance, c'est-à-dire la réalisation des investissements bas carbone, va changer le système productif. Et évidemment, le système productif changeant va changer complètement la structure des prix. Et si les pollueurs n'ont pas suffisamment suivi le processus de transformation, vous allez avoir des dévalorisations de capital extraordinairement massives, des destructions de capital qui peuvent être extraordinairement massives. Comme le changement des prix relatifs sera modifié, toute la structure des actifs financiers risque d'être totalement mise en cause. Alors là c'est vraiment un risque d'une ampleur macroéconomique fondamentale, et vous voyez qu'il peut être en interaction, c'est-à-dire donc ces transformations de l'économie, plus les catastrophes initiales, etc. Tant que les émissions n'auront pas été abattues suffisamment, avec l'augmentation progressive des températures et les effets que ça peut avoir sur des queues de distribution, c'est-à-dire sur la possibilité, en effet, d'événements de plus en plus graves, vont entraîner évidemment des problèmes financiers, donc des crises financières possibles. Et inversement, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Une grande partie de la finance actuelle pousse évidemment à l'accélération du risque climatique. Pensez ce qui s'est passé depuis 2009-2010 avec la mise de liquidités à disposition du monde entier par l'intermédiaire des banques centrales. Vous avez une partie considérable qui est allée s'investir dans des infrastructures très lourdes, de l'acier, de la sidérurgie, du ciment, etc., notamment dans les pays émergents, et donc créant une accélération évidemment du processus d'émission de gaz polluants, et aussi évidemment en toutes les grosses entreprises du lobby du carbone qui ont investi comme des fous dans les gaz de schiste, qui ont investi dans chercher le pétrole dans les eaux profondes, etc. Donc vous avez eu, du fait de la finance actuelle, une accélération du risque, si vous voulez, du problème climatique qui va faire retour sur le risque financier, comme on commence à le dire aujourd'hui. Vous avez entendu parler des stranded assets. Ça veut dire que si on veut atteindre la neutralité carbone suffisamment tôt, il y aura une grande partie des énergies fossiles qui resteront pour l'éternité dans le sol. Et par conséquent, la propriété de ces actifs est en fait potentiellement à zéro. Or, elle n'est pas reconnue aujourd'hui. Il n'y a pas de provision sur ça, il n'y a rien du tout.
Voilà un peu, si vous voulez, le type d'interaction dont je voulais vous parler. Donc, je termine en conclusion tout de suite. Pour réduire le risque systémique climatique et accroître il faut donc accroître la résilience de la finance, capacité de la finance à financer des investissements bas carbone. Alors, il me semble plusieurs choses. C'est ce qu'on a introduit, si vous voulez. Le rôle qui doit devenir, donc, quels sont les éléments cruciaux de transformation de cette finance? Le rôle qui me semble essentiel et qui devra monter en puissance, et on le voit plus dans les pays émergents encore que dans les nôtres, des banques publiques de développement, qui en effet n'ont pas de problème de liquidité, ont un capital assuré, ont l'expertise pour pouvoir voir suffisamment loin et pour pouvoir lancer des projets, lancer des investisseurs. Le plan Juncker, si vous voulez, c'en est qu'un petit embryon, mais la BEI commence à faire plus de banques de développement qu'elle n'a jamais fait depuis quelques mois, parce qu'elle a lancé, elle est devenue le leader du plan Juncker. Mais c'est rien du tout par rapport à la mobilisation qu'il faut faire. Et il faut que les banques de développement soient organisées en réseau multinational, puisque vous avez vu qu'il y a pas mal de développements, d'investissements lourds qui doivent être transnationaux. Inciter les banques commerciales à financer le bas carbone, et ça, donc ça c'est directement notre projet, et ça suppose une valeur sociale du carbone, et ça suppose aussi, et ça c'est crucial, des processus de certification qui soient des processus de grande confiance, Donc des agences indépendantes de certification jouent un rôle essentiel pour pouvoir définir des actifs carbone, c'est-à-dire qu'un investisseur a abattu tant de carbone, il ne suffit pas qu'il le dise, il faut que ça soit vérifié, certifié, auquel cas il a créé un nouvel actif, qui est le produit du volume de CO2 qu'il a abattu par la valeur sociale du carbone. Et cet actif carbone peut ensuite être mobilisé par la finance dans différents processus possibles. Ça, c'est crucial. Vous voyez, une valeur sociale du carbone, des dispositifs, ça suppose que la puissance publique change profondément un certain nombre de choses. Et le troisième élément, c'est introduire les investisseurs institutionnels dans le jeu. En effet, toute cette énorme épargne qui aujourd'hui est oisive, elle est essentiellement chez les investisseurs institutionnels, compagnies d'assurance, fonds de pension, etc., fonds souverains. Eh bien, ceux-ci doivent pouvoir être capables de porter les risques nouveaux des fameux actifs carbone. Et c'est ce que je vous ai dit, ça suppose, si vous voulez, qu'ils deviennent des investisseurs responsables, pensent que s'ils ne font rien, le rendement financier à 20 ans, et c'est ça, il faut qu'il y ait des acteurs qui voient, mettons, à 20 ans. Le rendement financier à 20 ans sera menacé par le fait que le rendement social du carbone n'a pas été réalisé, et où, par conséquent, vous avez une adéquation possible entre des investisseurs qui peuvent porter un horizon suffisamment long, mais il faut qu'ils modifient leurs pratiques pour cela, leurs pratiques de management, et de façon à ce qu'il soit le troisième pivot, banque de développement, de la certification, des investisseurs responsables de long terme et une banque centrale capable, si vous voulez, de faire les processus d'assurance des prix, les obligations carbone qui vont se manifester dans ce contexte. Monsieur Aglietta, merci beaucoup pour ce panorama passionnant, qui me donne des perspectives vraiment encourageantes. Avant de donner la parole à Michel, d'un mot, vous qui avez l'habitude de proposer des idées aux politiques, nous aussi au Shift, on voit à quel point il est difficile de faire passer ne serait-ce que l'idée d'un prix plancher ou d'un prix indicatif du carbone à l'échelle européenne. Comment est-ce que vous voyez d'instinct un petit peu, vous qui avez l'expérience de ça, des possibilités de faire avancer ces idées de certificat carbone au niveau politique, je ne sais pas, dans le cadre des négociations pour la COP22 ou... En Europe, on a déjà énormément les obstacles sont considérables. Donc on a du mal à... Effectivement, sur le papier, tout le monde trouve cette idée depuis notamment le rapport Kiné. Mais comment vous voyez ça politiquement à l'échelle internationale ? Pour nous, l'Europe d'abord. Pour nous, l'Europe, il y a de plus en plus une prise de conscience de l'échec de l'Europe, de l'échec de sa gouvernance, du fait qu'on ne sort pas de la situation, etc. Donc,
l'idée de besoin d'investissement lourd de long terme qui soit en quelque sorte ceux d'un emprunteur en dernier ressort, impliquant la puissance publique européenne, quelque chose comme une puissance publique européenne, donc le Parlement, et sont quand même des idées qui progressent. Et il faut arriver, en effet, donc on sait bien qu'il y a l'obstacle allemand, mais cet obstacle allemand, il n'a pas été surmonté parce que nous, Français, on n'a jamais voulu faire d'alliance avec les pays avec lesquels on pouvait en faire, etc. Donc il y a en effet des problèmes politiques qui en Europe sont toujours présents. Mais la COP 21 va passer à une COP 22. Les gens avec qui on a travaillé sont quand même des gens qui ont Brésil, Afrique, Inde, sont des gens qui sont, disons, dans le cadre de décisions politiques, et on peut espérer en effet faire un pas supplémentaire pour ce qui est de la COP. Hein. Et l'idée, c'est d'avoir des groupes, d'espèces de clubs qui veulent avancer plus vite que d'autres. Et notamment, il faut absolument avoir de très très bonnes relations avec la Chine, car si un pays qui est en train de changer profondément sa structure de production et prendre le problème à bras-le-corps, c'est la Chine. Moi qui est un des rares à avoir pu avoir accès à une version anglaise du 13e plan quinquennal chinois et qu'il a étudié en détail, qui d'ailleurs va faire un policy brief du CEPI sur le sujet, je vois qu'en effet, pour ce qui est de la Chine, les engagements, ils sont déjà présents. Il y a déjà de l'argent qui est lancé, si vous voulez. Hein. Donc la Chine aussi doit être un rôle très important. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Michel maintenant, sans plus de transition. Merci Mathieu, merci Michel. Vous pouvez mettre vos écouteurs de traduction, ce sera du Janco dans le texte. Et donc si vous voulez la traduction entre euro et CO2, c'est canal 2, et euro baril de pétrole, c'est canal 3. Sur les traductions, je vous rappelle que le shift renvoie sur la traduction du discours de Carney, qu'on a eu le plaisir de faire parce qu'on pensait que c'était un discours historique. Donc vous trouvez sur le site du shift le topo de Carney sur la tragédie d'Horizon. Je vais parler plutôt de la finance que du carbone. Me mettre dans la ligne de ce qu'a dit Michel sur la situation macroéconomique telle que je l'aperçois, moi qui suis plutôt un praticien. Je suis dans le secteur financier, je suis administrateur d'une compagnie d'assurance vie et je vis tous les jours une situation très étonnante qu'a décrite Michel, où on n'investit plus et on ne sait plus dans quoi investir. Et je vais vous dire, ma vision, moi, elle est très très claire et très simple. Hein, c'est on a un problème fondamental qu'a évoqué Michel, qui va être une transition macroéconomique énorme. On a un deuxième problème, c'est la compréhension des raisons de la situation macroéconomique indépendamment de la transition climatique, ce qu'on appelle la stagnation séculaire. Pourquoi on en est là? Il se trouve que vous avez de la chance d'être au shift, vous aurez une explication pourquoi on en est là. Donc vous avez une vision unitaire de tout ça, ce qu'on trouve très rarement. De mon point de vue, c'est absolument impossible de découpler les deux sujets, évidemment. Pourquoi? Parce qu'actuellement, en tout cas, je peux vous dire dans la sphère financière, avec les taux à zéro, le changement climatique, ça pèse 1% de la réflexion. C'est-à-dire, quand on a le temps le samedi, quand on y pense, 99% du temps, on se dit, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de taux d'intérêt? C'est le seul sujet qui anime cette sphère. Alors qu'on a des symptômes quand même très forts dont je vous parlerai, d'une transition, alors on parle de stagnation séculaire, d'autres choses, mais on a des signes extrêmement forts qui deviennent matériels. Je viens de parler de taux négatifs, ça fait quand même 1000 ans qu'on n'a pas eu de taux négatifs, donc c'est quand même un signal qu'on devrait peut-être considérer. Je pense qu'au fur et à mesure, pour l'instant, donc le lien entre entre énergie et stagnation séculaire ou baisse de la productivité n'est jamais émis pour l'instant par les macroéconomistes. C'est un problème, donc je vais en parler un petit peu. Sachant que, de mon constat, dans cette situation où il n'y a plus de taux d'intérêt et où les gens n'ont pas du tout envie de réfléchir à ce problème de climat, je peux vous dire que le prix carbone, on s'en contrefiche. En tout cas, la sphère financière, elle a d'autres chats à fouetter aujourd'hui que s'occuper de ce sujet-là. On n'a pas le bon signal, on en parlera tout à l'heure, quels signaux faudrait-il qu'on ait? Je pense qu'il y a des pistes qui ont été évoquées par Michel. En tout cas, il faut sans doute des signaux très 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 positifs pour déclencher quoi que ce soit. On travaille au shift sur ce fameux corridor. Je pense que c'est bien sûr nécessaire, mais très très loin d'être suffisant. Et puis je parlerai un petit peu de ce qui se passe dans la finance. Michel a parlé de Carney. Il se passe des choses. On peut dire qu'en 2015, il y a eu des signaux. C'est un peu triste de penser qu'il fallait attendre 2015 pour se préoccuper du sujet. Mais enfin, voilà, la finance maintenant se mobilise. Il se passe des choses pas seulement dans la finance. Vous avez vu, chez les énergéticiens, il se passe des choses aussi. Et puis, il se passe des choses, bien sûr, je vais l'évoquer rapidement, sur les banques centrales et sur la BEI. Je pense que c'est deux exemples que j'aime bien citer. Donc, la première chose, et je reviens très vite là-dessus, effectivement, parler du climat comme l'a fait France Stratégie récemment, sans parler de la stagnation séculaire, ça me semble, je suis bien content que Michel ait cité le mot, ça me semble pas possible. Voilà, c'est
Ça me semble invraisemblable. Actuellement, le drame numéro 1, macroéconomiquement et financièrement, c'est notre situation de ralentissement général de l'activité et de panne totale de l'investissement. Bon. Je donne un exemple, je viens de citer. Draghi a parlé récemment de la politique monétaire et des politiques publiques en Europe. Il n'a pas dit un mot sur le climat, pour vous dire qu'il s'intéresse au sujet. C'est bizarre parce qu'à côté de lui, il a une structure qui s'appelle l'ESRB, qui a publié un rapport récemment où ils ont découvert qu'il y avait un risque climatique. Et je peux vous dire, dans la façon, dans le logiciel de ces gens-là, pour l'instant, le sujet est totalement à l'écart. J'ai mis derrière, je crois que je l'ai mis là. Pouf, peut-être là. Non, je ne sais pas où il est passé. Zut. En tout cas, Standard & Poor's a fait une déclaration récemment, je la mettrai sur le site. Standard & Poor's explique justement qu'effectivement, le sujet climatique est une préoccupation que doivent avoir tous les acteurs financiers, parce que ça devient très très grave, ça devient un risque systémique, comme l'a dit Michel. Et pour autant, Standard & Poor's explique qu'il comprend très bien que dans la circonstance actuelle, les financiers ont d'autres chats à fouetter. Donc, même Standard & Poor's le dit. Donc, j'appelle ça le bisounoursisme. Comment peut-on faire une COP21, il y a 3 mois, où on ne parle pas une seule fois de la stagnation séculaire? Moi, j'en étais renversé. Je me suis dit, mais où vivent ces gens qui nous parlent du climat pendant des jours et des semaines, sans se rendre compte qu'économiquement, la grande préoccupation de tous les acteurs actuellement, c'est la baisse de productivité, c'est les menaces de chômage que vous connaissez tous. Donc je pense qu'il faut parler des deux sujets. On a 2 grands défis, ça tombe bien, le Shift en parle tout le temps, donc je suis content. On a 2 grands défis devant nous, pour la planète, pour le siècle qui vient. C'est bien sûr le changement climatique, comme l'a dit Michel, ça va être une transition colossale, dans un cadre qui est celui d'une stagnation séculaire. Je pense même que ça peut être plus inquiétant que la stagnation séculaire. Donc le constat, tout le monde le fait, quand vous lisez la littérature économique en ce moment, c'est la baisse de productivité généralisée, donc tous les rapports, que ce soit l'OCDE, la BRI, le FMI, enfin la Banque mondiale, tous, ils constatent, ils sont dans un désarroi le plus profond sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui fait que. Et vous savez que Larry Summers en a parlé récemment, donc lui il a conceptualisé ce mot, de son point de vue en déclinant un différentiel entre épargne et crédit. Il y aurait trop d'épargne et pas assez de crédit. Mais il se rend compte lui-même, et beaucoup de gens le disent, que ce n'est pas ça le sujet. Voilà. Donc on a, d'un certain point de vue, on a un problème de fond qui pour moi rejaillit très clairement sur le sujet climat, dans une thématique que j'ai adoré revisiter. Moi, je me suis plongé là-dessus pendant 2 semaines, c'est relire les rapports du GIEC et regarder ce qu'on racontait sur le taux d'actualisation pendant 25 ans dans le GIEC. Ne le faites pas, ça donne des cauchemars. Donc ne faites pas ça. Parce qu'évidemment, le GIEC dit « Ah bah oui, le taux d'actualisation, selon la littérature, il est quand même assez élevé. 6%, c'est quand même beaucoup. » C'est vrai que c'est beaucoup, 6%. Mais 6%, c'est assez naturel quand on a de la croissance économique. Et donc, effectivement, avec un taux d'actualisation de 6%, il ne se passe plus rien en 10 ans. Tout a été écrasé par le taux d'actualisation. Le débat monte beaucoup. Ceci dit, il y a des économistes qui ont commencé à dire que ces taux d'actualisation étaient juste délirants. Ils ont commencé à introduire des concepts sur le risque de croissance. Ils n'étaient pas encore sur la stagnation à l'époque, en disant qu'on ne pouvait pas prendre des taux aussi élevés. Et vous vous souvenez de la polémique qu'on a eue avec Nicolas Stern, qui, quand il a annoncé son taux aussi faible, s'est fait étriper par tout le monde, enfin, en tout cas par beaucoup de gens, en disant qu'il avait pris un taux beaucoup trop bas. Je vais vous parler du déséquilibre que je vois, moi, en tout cas en tant que financier, parce que le sujet, il est sur le taux d'actualisation, je vous montrerai les exemples, mais il est aussi du côté de l'épargne. Il y a effectivement énormément d'épargne qui ne sait plus dans quoi s'investir. En tout cas, pour l'instant, il ne s'investit pas dans le climat, mais il ne sait pas où s'investir. Et le débat est très prégnant, il commence à devenir très concret. Sachez qu'il se passe beaucoup de choses du secteur de l'épargne, à la fois en Europe et en France. Il y a une mesure aujourd'hui, vous verrez dans les échos, la puissance publique commence à vouloir prendre le contrôle de l'assurance vie, notamment, je peux vous le dire, ils vont vouloir empêcher les clients de sortir au cas où les taux remonteraient. Parce qu'à force de faire investir les gens dans des taux bas très longs, si les taux se mettaient à remonter, elles seraient toutes en faillite, les compagnies, si les clients tiraient leur épargne. Donc on est parti sur une prise de contrôle par l'État de l'épargne en France et en Europe qui va se généraliser, parce que cette situation devient très préoccupante de baisse d'activité et de taux très bas. Ça va jusqu'au point où l'EIOPA, j'en discutais avec les gens du GIEC hier, l'EIOPA a sorti un scénario, sachez-le, c'est sorti il y a un mois, pas de croissance pendant 60 ans. Alors ils ne disent pas que ce n'est pas ce qui va se réaliser, c'est un stress. Mais ils disent que c'est plausible. Non, c'est le scénario low for long, je ne sais pas quoi, je vous le montrerai, j'ai peut-être mis quelque part. Le premier exemple que j'ai bien cité, moi, c'est la partie investissement. Qu'est-ce qu'on voit dans l'investissement? J'ai fait un truc que j'aurais dû faire depuis très très longtemps, moi, c'est la chronique du taux d'actualisation publique français. Donc au tout début, là ça remonte en 1960, on avait un taux qui était assez élevé, qui était dirigé par le plan à des niveaux qui étaient de l'ordre à 8 à 10%. Michel, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas, mais pour les néophytes et abrutis tels que moi, est-ce que tu peux redonner une définition du taux d'actualisation, s'il te plaît? Le taux d'actualisation, c'est quel taux on utilise quand on fait les études coût-bénéfice sur un projet d'infrastructure publique. Généralement, c'est du transport, mais ça peut être n'importe quelle infrastructure du genre
énergie, transport ou autre chose. Donc des gros investissements. Qu'est-ce qu'on met comme taux d'actualisation entre le présent et le futur? Quand tu mets un taux d'actualisation élevé, tu écrases le futur qui disparaît quasiment. Voilà. Donc, notamment, c'est pour ça que je critiquais le taux d'actualisation qu'on a utilisé pour le changement climatique. Dire qu'il y a un risque élevé, mais de mettre un taux de 6%, ça veut dire que finalement, il y aura des dégâts dans 100 ans, mais on sera devenu tellement riche dans 100 ans grâce aux 6% qu'on pourra bien sûr survivre à cette catastrophe. Ça, c'est le taux français, donc vous voyez qu'il a baissé. Préférence pour le présent. Merci Michel. Voilà, c'est la préférence pour le présent. Enfin, c'est une partie de la préférence pour le présent, et c'est pas seulement ça, c'est la préférence pour le présent et une option qu'on a sur une vision qu'on a de la croissance économique future. Si les gens sont plus riches demain, pourquoi se préoccuper d'eux finalement? Pensons plutôt à nous. Et là, vous avez le taux, par exemple, qu'on voit bien, qui a baissé plusieurs fois et qui actuellement est très bas en France. On est tombé à un peu plus de 2% et on a même mis un taux à long terme qui est à moins de 2%. Et je n'ai pas mis le rapport. On pourrait faire la même chose pour le taux en Angleterre, le taux en Amérique. Donc globalement, on avait des taux qui étaient juste délirants. Je vous rappelle que les années 80-90, on était encore avec Kyoto, enfin, c'était Rio. Hein. Donc nous, on utilisait des taux qui étaient de l'ordre de 8% pour actualiser à l'époque. Ça, c'est la vision maintenant épargne. Donc ça, c'était la vision investissement. Je vous donne la vision épargne. La vision épargne, là, je vous donne le point de vue du régulateur européen de l'assurance, celui qui contrôle l'ensemble des investisseurs qu'évoquait Michel, sur ce qu'on utilise pour faire des simulations. Alors, le IOPA, le régulateur, il fait des simulations à 150 ans, pour vous dire qu'il regarde loin. Donc à 150 ans, qu'est-ce qui va se passer pour les différentes sociétés d'épargne ou les fonds de pension? Donc en bleu, vous avez ce qu'ils ont, dans la dernière formule qu'ils ont trouvée, ils prennent le taux court terme public. Ils font une moyenne sur 6 pays, dont les États-Unis d'ailleurs, mais enfin, il y a beaucoup de pays européens. Donc vous voyez, là, de 1960 à 2015, vous voyez comment ça a évolué. On a eu des taux négatifs pendant la crise pétrolière, puis après c'est monté très très haut. Merci pour les rentiers, on a mis quasiment une rente à l'époque, et puis après c'est retombé, et là on est en train de passer en taux négatif, comme vous le voyez au bout, là en gris. Là, il n'y a pas d'inflation. Voilà. Et en vert, je vous ai mis la formule qu'ils utilisent actuellement. Donc c'est la formule qu'on va utiliser pour faire les simulations, où on prend une moyenne pondérée, mais en pondérant le futur de moins en moins fort. C'est une pondération un peu bizarre. Donc vous voyez que le vert, en fait, il suit le bleu, mais il baisse doucement. Pourquoi on est en train de revoir cette formule-là? Parce qu'ils s'étaient rendus compte, en fait, quand on a fait le calcul au début, là, quand ils ont lancé la loi, enfin la réglementation, on avait pris un taux de 2,2%. Très rapidement, les gens ont dit, mais attends, 2,2%, ça ne correspond à rien. Les taux d'intérêt actuellement sont beaucoup plus bas. On est en train de tomber à 1%, voire à 0,5%. Et donc tout le monde a gueulé en disant, mais c'est pas possible, donc trouvez une nouvelle formule. Donc ils ont proposé cette formule. Donc on voit que ça baisse. Il y a un tel poids du passé que ça baisse doucement. Donc ça rassure. Globalement, il y a quand même des inquiétudes. Donc le stress test dont je vous parlais, c'est prendre le taux qui est vert, là, qui sera sans doute, qui va sortir à 1,8%, et puis dire maintenant, hop, je vous le mets à 0 pour les 60 ans qui viennent, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a dans la sphère financière, du côté de l'épargne, il y a une préoccupation maintenant de plus en plus forte de ce ralentissement économique qui conduit effectivement à ne plus savoir quoi faire sur l'épargne et de faire en sorte d'essayer de faire consommer les gens, comme vous le savez. Troisième point, c'est que le lien que j'évoquais tout à l'heure entre stagnation séculaire et énergie, il n'existe pas pour l'instant, donc personne n'en... Voilà. Ce que je vois, c'est un désarroi général, c'est que les économistes n'ont pas d'explication. Il y en a zéro, je peux vous dire, ça part dans tous les sens, c'est très intéressant. Regardez les explications de la stagnation séculaire. Pour le coup, alors là, il y a un panel très très large. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a des centaines de gens, mais on a peut-être même des milliers de gens qui travaillent sur l'explication de la stagnation séculaire, mais il n'y a pas d'explication. Il y en a zéro. Il se trouve que Jean-Marc en a formulé une avec Alain et d'autres il y a quelques temps. Je pense que c'est une très bonne explication. Il y a un sujet qui est lié à l'énergie, mais ça n'apparaît pas. Ce que je vois qui est très fort, le discours qui est le plus fort sur lequel je peux me raccrocher, moi, c'est celui de Robert Gordon, qui est cité maintenant partout. Donc c'est l'économiste quasiment star planétaire, Robert Gordon, qui a expliqué qu'on avait une baisse de productivité, qui expliquait pourquoi il y avait ce ralentissement. Et donc il a sorti un bouquin que je vous invite à lire, qui est sorti sur la productivité américaine plutôt, sur longue période, où il explique deux choses, moi, qui m'ont frappé, parce que c'est tellement fort par rapport à notre discours. Un, quand vous prenez son bouquin, il y a une date charnière que tout le monde a identifiée maintenant chez les économistes, c'est la crise pétrolière. Alors ça ne s'appelle pas la crise pétrolière, ça s'appelle les années 70. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Moi, j'ai une idée, mais j'étais jeune, il faut dire qu'il y a des gens, certaines d'entre vous n'avaient pas vécu ça. Moi, dans les années 70, je sais ce qui s'est passé. On ne parlait que de ça. Et il y a plein d'articles qui sont sortis pour vous expliquer que c'était dramatique ce qui s'est passé. Mais depuis, ça a été un peu oublié parce que ça ne rentrait pas dans le bon cadre de pensée. Donc ça, tout le monde l'a compris, et Gordon insiste beaucoup. Tous les chiffres, vous voyez maintenant, c'est par rapport à 70, avant, après, qu'est-ce qui s'est passé pendant. Et puis Gordon, c'est encore plus amusant parce qu'il vous explique, comme beaucoup d'économistes qui travaillent, comme l'a dit Michel, maintenant sur les technologies, il y a un gros débat sur les technologies, puisque la croissance économique, tout le monde pense que c'est les technologies qui la produisent, ce qui n'est pas totalement faux.
Mais donc Gordon en cite deux General Purpose Technologies, comme il dit, donc des technologies que j'ai présentées à un séminaire au Houche il y a 3 mois, quand j'avais fait un papier là-dessus. Il en propose 2 qui sont pour moi évidemment assez pertinentes, qui sont l'électricité et le moteur à combustion interne. J'avais envie de dire à M. Gordon, l'électricité c'est de l'énergie, le moteur à combustion interne c'est du pétrole dans un moteur, c'est aussi de l'énergie. Mais il met bien en avant que c'est les 2 sujets évidents les plus importants, et il explique que depuis les années 70, on n'a plus trouvé, on n'a plus fait de grandes découvertes qui feraient qu'il y ait de la croissance. Donc il y a ce débat, à mon avis, qui ne va pas s'arrêter, parce que sachez qu'il y a un énorme débat sur les technologies, qui est lié à notre changement climatique d'ailleurs, parce qu'on espère tous être sauvés par la technologie pour le changement climatique, mais qui d'abord est un débat autour de la productivité et de la stagnation séculaire. Un débat que je vois, parce qu'il ne va pas s'arrêter sur le fait qu'il faut qu'on soit sauvé par les technologies, et souvent la technologie qui est mise de plus en avant, c'est les télécoms et l'informatique. Et en fait, il y a beaucoup d'économistes maintenant qui ont découvert que ça n'avait pas marché. Parce qu'en fait, ça s'est arrêté dans les années 90, on a vu une petite pointe de productivité en Amérique, mais depuis, on cherche désespérément les effets de l'Internet ou de tout ça sur nos chiffres de productivité. En tout cas, on ne les voit pas trop. Puis il y a toute une théorie économique qui dit que le thermomètre est cassé. De toute façon, c'est parce que le PIB, il est mal mesuré. En réalité, on mesure très très mal. Depuis qu'il ne progresse plus bien, on considère que c'est à cause de ça. Voilà, donc sur le lien, je pense que ça va augmenter. Je ne vais peut-être pas l'évoquer très rapidement, mais je pense que c'est un sujet qui va être énorme parce que toutes les études actuellement convergent sur la rupture des années 70. Ça, vraiment, pour le coup, il y a un consensus quasiment pour dire, tiens, dans les 70 dernières années, depuis l'après-guerre, il y a vraiment quelque chose. Là, je vous ai repris juste une chose que vous ne connaissez pas, c'est le PIB. Voilà, c'est le PIB mondial, et j'ai pris le pétrole, je n'ai pas pris l'énergie en général, parce que je pense que le pétrole a plus d'influence que la somme des énergies. Le pétrole, j'en parlais tout à l'heure, est une énergie très spécifique, c'est la plus belle de toutes les énergies, et quand on regarde, on voit bien la rupture très très forte. Là, vous voyez une inversion, vous aviez un PIB qui était élevé, qui tournait à l'ordre de 5% par an de croissance, avec une consommation de pétrole qui était de l'ordre de 7,5%, qui n'était bien sûr pas soutenable. On consommait du pétrole, mais alors massivement dans les années 50-60. Et puis vous avez le grand choc, et là vous avez une consommation de pétrole qui baisse assez radicalement, et vous avez un PIB qui chute, et puis je vous ai mis en gris une autre époque. Alors, maintenant j'appelle ça comme ça, j'appelle Before Bretton Woods, ça c'était les années 30, enfin les 30 glorieuses pour nous. Après vous avez la grande transition, c'est les 2 chocs pétroliers, là j'appelle ça GT en gris. Après les financiers ont appelé ça la grande modération, c'est la 3e période blanche. Et puis la grande crise financière, c'est ce qu'on a connu depuis 2006, plutôt 2007. Là pour le coup, on a une baisse encore de nouveau de croissance, et on a une baisse de consommation de pétrole d'ailleurs aussi. Là, je vous ai mis, parce que Michel l'évoquait, c'est très important pour moi, parce que pour moi c'est un des drivers, c'est une vraie explication. C'est cet investissement massif qu'on est capable de faire, d'ailleurs c'est même préoccupant qu'on soit capable de mettre tant d'argent pour aller chercher du pétrole, et si peu pour faire d'autres choses. Donc là, vous avez en pourcentage du PIB mondial les investissements qu'on a mis, le CAPEX qu'on a mis dans le pétrole. Là, vous avez nulle part ailleurs, c'est au shift, comme pas mal de graphiques que vous avez aujourd'hui. Donc on est passé de 0,2% du PIB mondial à 1% du PIB mondial en investissement dans les années 70, puis ça a rechuté, le contre-choc pétrolier. Puis là, c'est remonté à 1,2% dans les années 2010, donc de l'ordre de 700 milliards quand même par an. Donc ce n'est pas des petits montants dont je vous parle, on parle de sommes quand même. Et ça vient de rechuter depuis 2 ans, puisqu'on a un signal prix qui fait qu'il y a des investissements. En vert, je vous ai mis ce qu'ont mis les Américains, ce qu'évoquait Michel. C'est à peu près les 1000 milliards qu'ont mis, les 1000 milliards de dollars qu'ont investi les Américains sur la période grise à droite, notamment sur le gaz de schiste et sur le pétrole de schiste. Là, je vous ai mis, et Mathieu connaît bien le sujet, l'efficacité de tout ça. Donc c'est les découvertes pétrolières face à cet investissement, là, tout ce qu'on a cherché, tout l'argent qu'on a mis, là, un paquet d'argent, je peux vous dire. Tout ce qu'on a mis, qu'est-ce qu'on a découvert? Donc la première zone grise, vous voyez déjà que ce n'était pas si efficace que ça, même dans les années 70. C'est-à-dire qu'on a trouvé des choses, mais on en trouvait quand même moins que dans les années 50 et que dans les années 60. Puis alors après le contre-choc pétrolier, là, quand on a réduit complètement l'investissement en exploration, là pour le coup on ne trouvait plus grand-chose. Et puis là, récemment, c'est encore plus préoccupant. Vous voyez le pic d'investissement que je vous ai montré tout à l'heure, la conséquence en découverte de pétrole, c'est les réserves pour plus tard, elles ne sont pas énormes. Là, c'est le graphique que Jean-Marc aime bien citer, puisqu'en fait, moi, je n'aime pas parler du prix du pétrole. Je suis un Jankovicien dans le texte. Moi, je parle des volumes de pétrole. Donc, ce graphique-là, je l'adore parce qu'il vous montre aussi sur longue période ce qui s'est passé. Il vous montre les années 50-60, le délire de consommation pétrolière. Donc, on est en exponentiel à plus 7% par an. Je veux dire, ça carburait. On roulait à 160 sur l'autoroute, le Concorde, Saturne 5, ça y allait, tiens l'arigot. Le choc pétrolier. Alors, en orange, vous aviez la prévision d'une filiale d'Exxon à l'époque, la prévision qui a été faite dans les années 70. Le chiffre, la dernière barre, puisqu'ils faisaient une prévision, ils anticipaient sur 15 ans, vous voyez qu'on aurait été censé être à plus de 100 millions de barils en 85. On n'est toujours pas à 80 millions aujourd'hui. Pour vous dire, c'était compliqué. Donc après, il y a le contre-choc. Il y a de nouveau,
en noir, vous voyez la courbe qui repart tout doucement. Et puis, vous voyez ou vous ne voyez pas trop, la croissance de la production depuis les 10 dernières années, en gris, là, ça n'a pas beaucoup changé. Je vous ai mis en vert. En vert, c'est la croissance de la production de pétrole, qui est la même chose que la consommation, hors Amérique du Nord. Donc, hors Amérique du Nord, on a l'impression que c'est complètement plat. C'est-à-dire que vous prenez le graphique d'avant, si on retirait ce qu'on a investi aux États-Unis, qu'on regardait juste ce qu'on a investi en dehors des États-Unis, là, voilà, la grosse partie, la grosse montagne d'investissement, elle n'a pas produit grand-chose. En tout cas, elle ne donne pas un signal qu'on jubile dans la production pétrolière. Pour moi, c'est d'une clarté assez... Enfin bon. Voilà, je reviens sur ce que disait Michel. Pour l'instant, il y a une doxa du côté des financiers pour dire que il faut un prix de carbone, il faut un prix de l'énergie, et en fait, il n'y a plus de prix de carbone, il n'y a plus de prix de l'énergie. Ça, vous le savez, donc on a une panne générale, on a une défaillance de marché. Nicolas Stern l'a très bien dit, on a une défaillance de marché gravissime actuellement. Il n'y a rien qui indique aux gens d'aller faire des économies d'énergie ou faire de l'efficacité énergétique, rien du tout. Déjà que ce n'était pas très très cher avant, mais là, vraiment, c'est très très bon marché. Mais on peut se poser des questions. Moi, à titre personnel, je suis comme Michel, je ne pense pas du tout, mais alors pas du tout que c'est suffisant. C'est sans doute nécessaire qu'on ait un prix du carbone. Parfois, comme Henri Provost, je penserais plutôt qu'il faudrait un prix global de l'énergie qui soit piloté pour donner plus de clarté à l'investisseur, parce que donner un prix du carbone quand on a tant de fluctuations délirantes comme le prix du pétrole, dont je ne veux pas trop parler, mais vous savez qu'il a quand même beaucoup monté et baissé le prix du pétrole, c'est difficile de faire un investissement à 50 ans quand on a aussi peu de visibilité, donc c'est une vraie question. Puis je me méfie, comme je vois que certains sont partants pour un prix du carbone, et j'ai des doutes sur leur sincérité, je me dis, je me méfie, je me dis, tiens, faut peut-être... Puis dernière chose, si on a juste un prix du carbone, c'est-à-dire on va bloquer certains investissements, donc on va faire moins d'investissements dans des sujets qui sont décarbonés, on fera moins d'investissements, c'est sûr que ça va inciter à une déflation, alors qu'on est déjà en situation déflationniste. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut faire des crétineries et des bêtises d'investissement idiots, mais dans une situation de déflation comme on connaît aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas se contenter de ça, et c'est pour ça que Michel a raison, il faut donner une impulsion extrêmement forte, avec un volontarisme, à mon avis, immense. Bon là, j'ai pas trop le temps d'en parler, mais enfin ça c'est juste pour dire que le GIEC, dès les années 90, considérait que la voie du salut, c'était le prix du carbone, et puis voilà, le marché allait tout nous sauver, c'était le bonheur absolu. Donc dans la finance, il se passe des choses. Je vous l'ai déjà dit, pour l'instant, malheureusement, l'horizon temporel, comme disait Michel, est quand même très très court des décideurs, donc c'est difficile pour eux, mais on peut peut-être pas trop leur en vouloir. En plus, le régulateur lui-même a souvent contraint, vous savez que dans les banques, on a contraint fortement l'horizon temporel, donc les banques, elles n'investissent pas volontiers à 15 ans, elles investissent de plus en plus court, donc c'est difficile de leur faire prendre en compte ces choses-là. Quand on regarde la BCE, vous savez qu'Alain Grandjean et Gaël Giraud ont essayé de mobiliser la BCE pour faire du financement. Ce n'est pas exactement ce qu'ils font. Je vais vous montrer 2 exemples tout à l'heure. Ils font des choses, mais typiquement, ce que je vois, c'est pour ça que j'ai fait une tribune en critiquant ce qu'ils viennent de faire, là, le fait qu'ils achètent massivement maintenant des obligations privées. Ils vont tout acheter, tout et n'importe quoi. Ils vont même acheter, à mon avis, des sociétés très carbonées pour un principe qu'ils appellent la neutralité. Donc on peut le comprendre, mais enfin, c'est totalement en contradiction avec le fait qu'il y a une politique européenne qui est vers la décarbonation. Là, ils sont partis pour acheter. Hier, l'estimation, c'était l'ordre de 8 milliards par mois d'obligations corporate, tous azimuts. On peut dire que c'est pas mal, mais en fait, ça ne me semble pas très très pertinent. En tout cas, c'est très contradictoire avec un rapport qui est sorti récemment, que je vous invite à lire, qu'on avait commenté d'ailleurs au CHIF à l'atelier, qui était Aligning Policies, où l'OCDE elle-même constate un total décalage de cohérence entre les différentes politiques publiques qu'on a, financières, environnementales ou sectorielles. Je ne vais pas citer d'exemple, mais c'en est un dans la finance concernant le bas carbone. Michel a cité la BEI, c'est évidemment un point très très important. Donc ça, je vous rappelle qu'on avait porté le projet SFTE, les 120 milliards dans le cadre du plan Juncker pour rénover les bâtiments publics, qui nous semblait effectivement une incitation très importante. Et puis, le Green Quantitative Easing, ça je n'ai pas le temps de vous passer. Ça je l'ai présenté tout à l'heure. Je vais juste dire quand même que donc là c'est toujours Standard & Poor's. Il y a vraiment un débat très très fort actuellement avec la communauté financière et la communauté d'entreprise en général, autour de la task force Carnet qu'évoquait Michel. Et le concept de risque qu'a évoqué très justement Michel, là, sur impact, transition, responsabilité, ça commence à en vert. Là, vous avez toute une déclinaison de plus en plus sophistiquée des types de risques que tout le monde est en train de découvrir, qu'en fait, il y a plein de types de risques assez chiadés qui apparaissent. Donc, Standard & Poor's a repris la synthèse du Financial Stability Board. Mais il y a une vraie prise de conscience parce que les gens voient bien que c'est multiforme. Il y a beaucoup de papiers qui sortent sur cette problématique, sachant que malheureusement, souvent, il reste quand même des risques de long terme. Pour vous dire que la BCE peut faire des choses, ça c'est pour l'anecdote, mais par exemple là, elle peut faire disparaître une partie de nos dettes françaises. Donc c'est pour l'amusement, mais j'ai regardé ce qui restait de nos dettes françaises, la partie qui était plus possédée maintenant par la BCE. C'est-à-dire qu'elle rachète tellement vite notre dette qu'on n'émet pas suffisamment vite de la dette française sans qu'elle soit rachetée. Donc le stock de dette, là en bleu,
notre stock de dette non possédé par la BCE commence à baisser depuis quelques mois. Donc peut-être qu'un jour elle disparaîtra. Au Japon, ça va plus vite. Donc peut-être qu'on arrêtera de nous dire que Maastricht nous empêche de faire quoi que ce soit. Ça, c'est un graphique que j'aime bien parce que j'ai calculé la part de la BCE. La BCE, elle achète essentiellement, jusqu'à il y a 2 semaines, là, enfin, jusqu'à une semaine, elle achetait essentiellement du souverain, mais elle achetait aussi un petit peu des supranationaux, qu'évoquait Michel. Donc elle achète, alors vous regardez un petit peu la liste des supranationaux, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a notamment la BEI. Donc elle peut acheter de la BEI, qui est la grande banque d'investissement. La BEI, c'est le plus gros émetteur de dette du monde, hein, c'est 540 milliards de total de bilan, donc c'est quand même un gros machin. Et donc elle en rachète. Moi j'ai fait une estimation, parce qu'elle ne dit pas ce qu'elle achète, la BCE, mais enfin on peut recalculer, donc j'ai réestimé ce qu'elle achète. Donc elle a acheté, jusqu'à présent, en l'espace d'un an, elle a acheté pour 45 milliards de dettes de la BEI. Donc vous avez 8-9% du bilan de la BEI qui est passé du côté de la BCE. On a une partie du bilan de l'État souverain français qui est passé à la BCE. On a aussi une partie maintenant de la BEI. C'est pas beaucoup, 8-9%, mais au rythme où ça va, là, ça va faire vite disparaître. Ils vont vite atteindre les 30% qui est le seuil. Et puis je vous ai mis en rouge, juste pour vous remonter le moral, parce qu'à la fois c'est bien, c'est pas beaucoup, c'est les émissions Green Bond de la BEI. Donc la BEI est un des acteurs principaux du Green Bond. Voilà. Donc là, l'encours a monté, on est passé de moins de 9 milliards en janvier 2015, on est passé à 14 milliards récemment. Donc c'est des green bonds, ça s'appelle le Climate Awareness Bond de la BEI. Vous voyez que ça bouge à la BEI, mais c'est quand même une toute petite part des fameux 540 milliards. Ceci dit, quand on regarde la BEI, la politique climatique au moins, on voit que c'est un élément essentiel. Je reviens sur ce que disait Michel. La prise de conscience, même à la BEI, elle est beaucoup plus rapide que Marc Carnet et tout ça. BEI, quasiment, vous verrez sur leur site, il y a un ensemble de propositions de leur stratégie carbone qui est une des plus élaborées qu'on voit dans le secteur financier. Donc que faire? D'abord, il faut adhérer au Shift Project et nous donner de l'argent. On a besoin de moyens. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'on soit soutenu. Il faut qu'on le soit de plus en plus, parce qu'il y a un combat qui va être un peu compliqué. Voilà. Donc le Shift, il est vraiment sur le sujet que je viens d'évoquer. On est sur la transition énergétique, on est sur le rôle central de l'énergie, donc la mutation qu'évoquait Michel tout à l'heure, une mutation de civilisation. Hein. Puis on est sur l'aspect, la stagnation séculaire, c'est pas disconnecté, c'est pas déconnecté, c'est un triptyque, les trois points sont ensemble. Moi, à titre perso, je me bats beaucoup sur le sujet de l'histoire économique. Donc je pense qu'en histoire économique, il y a des choses à faire. Il y a des gens qui travaillent dessus parce qu'il y a un retour sur les séries longues. C'est lié à Piketty notamment, mais pas que. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte d'abord qu'effectivement, c'est pas 2008, tout n'existe pas depuis la grande crise financière. C'est au moins les années 70. Les gens ont compris que c'est même depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'il s'est passé des choses. Et les gens commencent à regarder maintenant à 100 ans, voire 200 ans. Donc il y a beaucoup de papiers qui sortent. Je pense que c'est une thématique forte de mieux comprendre notre passé. Et puis il y a un débat qui ne va pas s'arrêter autour de Gordon, des technologies, qu'est-ce qu'on fait quand on est au niveau de taux zéro. Enfin, il y a un débat qui va être très présent, je pense que le chiffre doit être dedans, et puis les acteurs qu'on connaît. Je pense que sur le taux d'actualisation, on est qu'au tout début. Voilà. Donc, c'est vrai que ça peut paraître bizarre d'un jour de dire je voudrais bien qu'on ait un taux d'actualisation négatif. D'abord, on a des taux d'intérêt négatifs, donc je vous dis tiens, mais ça veut dire quoi? Mais on pourrait faire des taux d'actualisation négatifs, il me semble. Je pense que sur certains sujets, moi, je suis plutôt libéral économiquement, mais je ne vois pas comment on va couper le fait d'avoir de nouveau réhabilité le plan en France, voire en Europe. Il faut mieux planifier. Alors, Michel parlait du désarroi dans l'énergie en ce moment. Vous êtes au courant, c'est vraiment pathétique ce qui s'est produit. On a une situation d'un système énergétique européen qui est quand même en mauvais état. Alors, il y a d'autres pays où c'est pas plus glorieux, mais nous, le nôtre, il est quand même dans une drôle d'état. Je pense qu'il faut qu'on donne plus de visibilité à long terme, et le marché a quand même ses limites pour voir à 20 ans, 30 ans, 50 ans, voire 100 ans. On a des sujets qui sont clairement à 100 ans, là, dont on va parler. Et donc, on l'avait déjà évoqué, mais ça a dû être évoqué ce matin. Je pense que la rénovation thermique massive des bâtiments publics, on avait déjà évoqué dans le cadre du plan Juncker, les 120 milliards, à mon avis, c'est une bonne voie. Et puis, le deuxième sujet, c'est le résidentiel. Enfin, c'est tellement évident qu'il faut améliorer la rénovation des logements pour les particuliers. Enfin, je pense qu'il faut être prêt à faire des gros efforts, comme l'évoquait Michel. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on donne une impulsion suffisamment forte? Parce que les gens n'ont pas vraiment envie. Enfin, on voit bien que c'est quand même compliqué de pousser les gens à faire des travaux de rénovation. J'ai cité un dernier sujet qui était le stockage énergétique, mais là c'est parce que je me dis tiens, ça serait peut-être bien un jour qu'on aide les Allemands dans leur Energiewende à trouver la solution du stockage énergétique, puisqu'il paraît que ça va se trouver tout seul. Donc, il suffit de réfléchir et puis on y arrivera. Voilà, merci. Merci beaucoup Michel. Avant de prendre les questions dans la salle, peut-être une petite réaction de Michel Aglietta sur peut-être, je propose 2 sujets. Comment? Je dirais avant ça peut-être le lien énergie, et input énergétique et activité économique, qui est une thématique qui nous est chère ici, et puis le taux d'actualisation, effectivement, est-ce que
on peut imaginer, et qu'est-ce que ça apporterait d'envisager, comme le propose Michel, des taux d'actualisation négatifs peut-être? Négatif, tout à fait. On peut le montrer théoriquement dans quelles conditions ça marche. Écoutez, moi, la question de fond sur les liens que l'énergie a avec le développement du capitalisme et les révolutions industrielles, moi j'ai fait ma thèse sur 100 ans d'histoire économique américaine, ce lien est très très fort. C'est-à-dire toutes les grandes révolutions industrielles, depuis la première, machine à vapeur, la deuxième, avec les grands chemins de fer intercontinentaux. Ensuite, le pétrole et le charbon, le pétrole et l'automobile. Toutes les révolutions industrielles qui ont produit des régimes de croissance qui se sont diffusés très largement et qui ont donc poussé des vagues de croissance sur des périodes longues, c'était des mix d'énergie-transport. L'énergie-transport y ont toujours joué un rôle décisif. Pourquoi? Parce que ça transforme très profondément les modes de vie, donc ça peut se diffuser à tous les secteurs de l'économie, qu'ensuite des innovations incrémentales de petite taille les entreprises peuvent continuer dessus parce qu'elles ont une boussole d'une demande qui se perpétue. Et ça crée en effet ce qu'on appelle un régime de croissance et la possibilité d'une stabilité de la croissance sur longue période. Alors est-ce que le ralentissement de la croissance de l'input énergétique mondial peut être une bonne explication de la stagnation séculaire? Il fait partie de ça. Non, ce que je veux dire, c'est que ces périodes de régime de croissance bien définis, stabilisés, aboutissent toujours du fait des limites de l'accumulation, des limites de la productivité dans le cadre des mêmes technologies en quelque sorte, aboutissent à des ralentissements. Les ralentissements peuvent s'opposer en particulier à des attentes des acteurs sur la poursuite de leurs revenus. Et notamment, ça a été la crise des années 70. Moi, je l'ai étudié de près parce que ça fait vraiment partie de ma thèse. Le ralentissement de la productivité américaine commence au milieu des années 60, n'est pas perçu tout de suite, mais entraîne un processus inflationniste qui permet de continuer d'aller, mais accumule des déséquilibres. Et donc, à l'époque, dans le type de finance qui existait à l'époque, c'est-à-dire une finance contrôlée par les États, une internationalisation limitée, si vous voulez, du capital, des contrôles de capitaux qui étaient encore très forts. Ça a été dans l'inflation des marchés des biens que le conflit s'est manifesté par une spirale montante de l'inflation. Et la grande crise de la fin des années 70, qui va changer totalement le régime de croissance par une ouverture massive du capital, mais la phase intermédiaire, elle est monétaire, c'est-à-dire Paul Volcker, qui était alors gouverneur de la Fed, double les taux d'intérêt instantanément à la fin de l'année 1979 et crée une crise gigantesque, qui va se transmettre à l'Amérique latine, etc. Et il engendre des transformations très profondes dans la gouvernance des entreprises et une modification totale entre le coût du capital sous la forme du taux d'intérêt réel et le salaire réel. Le salaire croissait plus vite que de croissaient les taux d'intérêt, et donc créait ce processus inflationniste. Vous inversez totalement le processus par vraiment un choc monétaire extraordinaire, et vous changez tout le régime de croissance ensuite. Et la globalisation va se développer, l'inflation va baisser progressivement, les entreprises la financiarisation va devenir essentielle, puisqu'en même temps, l'État ne peut plus monétiser ses dettes et donc doit passer par les marchés financiers. Donc vous avez un changement institutionnel qui crée ce nouveau régime de croissance. Je veux dire par là que pour changer un régime de croissance, il y a à la fois des transformations, c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup là sur les transformations de la finance, des changements institutionnels profonds, capables de coordonner des forces de progrès, mais qui restent, si vous voulez, dans des domaines qui aboutissent à des impasses, tant qu'il n'y a pas la possibilité d'institutions pour les valider en quelque sorte et les légitimer au niveau global de la société. Et c'est ça qui rend très difficile l'analyse économique globale, c'est qu'il renvoie à des relations sociales qui doivent se transformer en même temps que se transforment les formes de la technologie.
Alors, aujourd'hui, c'est en effet le problème. Hein. Le problème, il est là. C'est clair que nous avons un besoin, si vous voulez, quasi vital, d'une révolution énergétique, que celle-ci, évidemment, on voit bien tout à l'heure que les transports, disons, tout le mode de vie doit être modifié pour s'adapter à une incorporation de l'écologie dans l'économie, en quelque sorte. Hein. Et la prise en compte, et cette idée de valeur sociale du carbone, absolument générale, essentielle pour tous les actes économiques, en quelque sorte, c'est ça que je dis. Et évidemment, d'abord pour l'investissement, est certainement la voie à mener. Mais alors la question, c'est ça, comme je disais, et quel est le type de transformation politique qui va le permettre? Et les institutions financières doivent s'adapter à cette nouvelle donne, et puis la société, les comportements des individus hein, dans leur mode de vie vont être amenés à se modifier progressivement et créer de nouveaux types de biens, créer de nouvelles opportunités d'entreprise. C'est comme ça que ça se fait. Et ça prend des décennies, ce temps de trucs. Ce n'est pas des réformes qui se font en quelques mois. Hein. On n'est pas du tout dans le problème d'une modification d'un instrument économique, de conjoncture, etc. C'est des très très grandes évolutions. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu des choses différentes, me semble-t-il alors, quelles ont été les grandes phases du même style, disons, dans le dernier siècle? Il y a ce qu'on appelle la première globalisation qui a créé une grande, et donc celle des transports ferroviaires, celle de Rothschild, celle du développement de l'énergie, du début de l'énergie pétrolière, du début de l'automobile. C'est 1848 qui va jusqu'à 1913. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez une énorme montée de la finance, puis une crise financière gigantesque qui commence en 1873 et qui crée, si vous voulez, un processus de croissance très difficile, hein, encore, mais et se fait dans la déflation. Et la déflation dévalorise le capital, c'est-à-dire que dans ces périodes, on ne craignait pas, si vous voulez, de fermer des usines, de mettre des quantités de gens au chômage, vous n'aviez pas de sécurité sociale, vous avez une société dans laquelle la stabilisation sociale que nous avons aujourd'hui par le système de protection sociale n'existait pas. Donc il y a eu de la déflation, une très longue déflation qui a duré 23 ans, une reprise difficile qui s'est écrasée d'ailleurs sur la Première Guerre mondiale, qui ensuite fait aux États-Unis le nouveau régime de croissance, celui de l'automobile et des villes, part à partir des années 20, mais il va s'écraser sur le manque, si vous voulez, de revenus de la masse de la population, et vous avez la crise de l'entre-deux-guerres. Donc c'est extrêmement difficile pour aboutir à cet épanouissement de la croissance automobile, logement social, monde urbain, qui est celui de l'après-guerre, hein, et qui, lui, va lui-même rencontrer sa propre crise. Le capitalisme fonctionne comme ça. Hein. Alors, la question de fond aujourd'hui, c'est bien ça, c'est-à-dire il faut absolument engager la révolution industrielle sur la base des technologies bas carbone. Et penser que ça va faire, si vous voulez, pas mal de dégâts. Sur la base de technologies plus chères et moins profitables. Après, elle deviendra, si vous voulez. C'est toute la question. À partir du moment où vous aurez toute l'économie va être, les structures de production vont évoluer, c'est-à-dire toute l'industrie manufacturière, tous les transports vont évoluer différemment, vous allez avoir une transformation complète du système de prix. Et puis vous retrouverez probablement une énergie. Potentiellement, l'énergie solaire est illimitée, donc pas chère, si vous voulez. Le tout, c'est qu'elle devienne une énergie exploitable. Il n'y a pas de raison que l'énergie soit chère indéfiniment dans les siècles futurs. Mais la transition est encore une fois un phénomène extrêmement lourd. Et qu'est-ce qui la guide? Ce que j'ai dit, c'est-à-dire des signaux qui permettent à des entreprises à tous les niveaux, de niveaux très grands jusqu'à des niveaux de petites entreprises, de faire de l'investissement, c'est-à-dire de pouvoir calculer la rentabilité possible d'investissement. Et le prix du carbone, il sert à ça. Il sert à contrer un taux d'actualisation qui pourrait être trop élevé. Bon. Alors maintenant, après tout, on va dire, pourquoi pas mettre un taux d'actualisation à 0, voire négatif? Stern dit 0, 0,1, etc. Alors, il faut bien comprendre ce qui est derrière le taux d'actualisation. C'est en effet le problème de l'évaluation du temps. Alors, pourquoi 0?
Et le temps ne compterait plus, le futur et le présent seraient le même. D'une certaine manière, oui, c'est ce que dit Stern, c'est-à-dire qu'on est devant un problème éthique. Je vous ai dit que la politique du monde, disons, actuel ne permet pas de voir loin dans le futur. Il faut une conception éthique sur la capacité de la société humaine de survivre. C'est ce problème-là auquel on est engagé si on croit à ce que nous disent les climatologues. Et en conséquence, le fait que la société perdure dans le temps, et si vous prenez le point de vue de la société, car c'est le rendement social, je veux dire, le taux d'actualisation de la société qui nous intéresse là. Ce n'est pas celui de l'individu et de la vie humaine. Le taux d'actualisation est positif parce que la vie humaine est limitée. Mais si c'est le taux d'actualisation sociale, il doit dépasser ça par un principe éthique. Bon. Eh bien, il dit c'est 0. Et ça pourrait être négatif, pourquoi ? Considérer, qu'est-ce qui fait que les économies standards disent que le taux d'actualisation, c'est le marché qui doit le définir? Parce qu'ils pensent un processus disons, de production de tous les biens, de toutes les branches, etc., où les biens sont substituables entre eux. Ça, c'est crucial pour obtenir le fait que c'est le marché qui doit guider. Ça veut dire qu'avoir de meilleurs, c'est ça, si vous regardez ce que ça signifie au fond du compte, c'est-à-dire une sophistication informatique, de meilleurs smartphones, toujours meilleurs, ça vous permet de respirer. C'est équivalent, vous le substituez par rapport à respirer mieux, et puis par conséquent, voilà, vous développez certains secteurs, d'autres pas, tout est substituable. Si dans l'économie, il y a des biens non substituables, et on rentre directement dans la logique profonde des biens environnementaux. Alors, ce qu'on démontre en utilisant le même type de modèle qui dégage le taux d'actualisation, c'est qu'il n'y en a pas un, mais il y en a deux, dès lors que les gens vont avoir dans leur fonction de préférence, dans la satisfaction de leur bien-être, des biens, si vous voulez, disons standards, commerciaux, etc., de consommation, et des biens environnementaux. Parce qu'à un moment donné, la population va dire on ne peut pas continuer. Ce qui s'est passé en Chine. En 2011, il y a eu en Chine une véritable catastrophe à Pékin au mois de février. Et ça a entraîné une révolte de la population. Et hop, ça a vraiment obligé le gouvernement à changer de point de vue de manière radicale. Donc, c'est des choses qui vont certainement se produire si on continuait sur la lignée dans laquelle on est. Ce qui veut dire qu'il existe un taux d'actualisation économique et un taux d'actualisation écologique dès lors que les deux dimensions de bien-être, les biens de la prospérité ordinaire, les biens de consommation que vous achetez, les services, etc., d'un côté, et les biens environnementaux deviennent deux éléments différents et non substituables d'une même volonté d'améliorer son bien-être. D'accord ? Eh bien, dans ce cas-là, le taux d'actualisation écologique est toujours plus bas que le taux d'actualisation économique. Ce qui veut dire qu'il pousse à faire des investissements qui ne sont pas substituables à d'autres, qui sont complémentaires et qu'il faut absolument faire pour que la société fonctionne. Eh bien, supposez que vous soyez... Alors, c'est ce qui mène à l'idée de Stern que si les biens environnementaux deviennent décisifs parce qu'on les a, si vous voulez, on les a détruits, on les a détériorés pendant une longue période, et qu'il faut garder au moins le niveau des biens environnementaux, des satisfactions de biens environnementaux qui existent déjà, eh bien, il faut un taux d'actualisation proche de 0. Et vous pouvez avoir un taux négatif, le taux écologique, j'ai dit un taux économique et un taux écologique, parce que les fonctions de préférence des individus sont partagées. Eh bien, s'il y a détérioration trop importante des biens écologiques, là donc c'est le climat, c'est les écosystèmes, c'est un tas de choses qui vont avec aussi, on n'en parle que du climat là, mais il y a plein d'autres choses qui se sont détériorées. Eh bien, pour les reconstituer, il faut en effet un taux d'actualisation négatif, écologique négatif. C'est-à-dire une priorité absolue donnée, c'est ça que ça veut dire, un taux d'actualisation écologique négatif, c'est une priorité absolue donnée à la production de nouveaux biens environnementaux pour reconstituer l'environnement par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc c'est en effet théoriquement quelque chose de validé par les modèles dont nous disposons.